Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Plusieurs rassemblements organisés à Tunis en réponse à l'attentat meurtrier qui a fait au moins 21 morts. L'attaque a été revendiquée dans un message audio par le groupe État islamique. Sur place, 9 suspects ont été interpellés. On en sait plus aussi sur le profil des 2 assaillants. Quant au musée du Bardo qui porte les stigmates de l'attentat, il rouvrira ses portes mardi. Tous les éléments dans ce journal et réactions à suivre du professeur et membre du comité des droits de l'homme des Nations Unies, Yad Ben Achour, tout à l'heure. Et maintenant, quelle réponse globale dans la lutte antiterroriste alors que Daesh menace le pays de nouvelles attaques? Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve se rendra demain à Tunis pour y rencontrer son homologue. Tout à l'heure, une minute de silence a été observée au sommet européen de Bruxelles. Et plus largement, c'est un terrorisme sans frontières auquel sont confrontés les pays. Il touche indifféremment les nationalités, les cultures et les religions. On en parle ce soir avec l'académicien Jean Dormesson. Il est l'invité du grand entretien du jeudi 22h. En France, le gouvernement a présenté son projet de loi sur le renseignement et c'est un jour particulier. 3 ans après les attentats de Toulouse, l'heure est bien sûr au souvenir et au recueillement en mémoire des victimes de Mohamed Merah. Enfin, 10 ans après le drame, la relaxe a été requise par le parquet dans le procès des 2 policiers qui comparaissent pour non-assistance à personne en danger dans l'affaire de la mort en 2005 de Ziad et Bouna, les 2 adolescents de Clichy-sous-Bois. L'émotion est très vive ce soir. Le procès doit s'achever demain avec les plaidoiries de la défense. Les détails dans le tour de l'info tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Au lendemain de l'attentat meurtrier de Tunis, les rassemblements se multiplient, notamment aux abords du musée du Bardo ce soir. Et l'enquête avance sur place. 9 suspects ont été interpellés. Les profils des 2 terroristes sont également connus. Les derniers éléments avec Quentin Calmet. Dans ce message, qui n'a pas encore été authentifié, l'État islamique, Daesh, menace la Tunisie de nouvelles attaques. Les terroristes, tous 2 Tunisiens, y sont identifiés. Cet après-midi, réunion de crise avec les plus hautes autorités militaires pour le président de la République tunisien. Béji Caïd et Sepsi annoncent que des troupes s'apprêtent à être déployées dans toutes les grandes villes du pays. Ils saluent le travail des forces de l'ordre lors de l'attaque. Je dois dire que la vigilance et la promptitude avec laquelle les forces de l'ordre se sont dépêchées sur les lieux a évité une catastrophe. Parce qu'on a trouvé ces gens-là des explosifs terribles et qui n'ont pas eu le temps de mettre en œuvre. Mais je veux assurer tous nos amis que le processus de mise en place d'un système démocratique est déjà bien en place, bien ancré, qu'il n'y aura jamais de mouvement en retour. Autour du musée, l'enquête s'est poursuivie toute la journée. La police aurait déjà arrêté 9 suspects proches des 2 tueurs. Le dernier bilan fait état de 21 morts. En réaction, c'est tout le pays qui se mobilise. Cet après-midi, des centaines de Tunisiens ont manifesté contre le terrorisme devant le musée. Pour l'heure, 2 Français figurent parmi les victimes. Nous cherchons les confirmations des informations qui ont été communiquées. Il est possible qu'il y ait une 3e personne qui avait été blessée et nous aurons cette information. Je préfère la donner lorsqu'elle sera véritablement confirmée. Ce soir, les autorités annoncent que le musée doit rouvrir ses portes coûte que coûte, au plus tard mardi. Voilà, et la Tunisie est bien sûr en alerte maximale après cette attaque. Les militaires sécurisent les grandes villes du pays et la coopération entre les différents pays est au cœur des discussions. Bernard Cazeneuve se rendra demain à Tunis pour y rencontrer son homologue de l'Intérieur. Les détails avec Audrey Vouettaz. Il faut continuer à y aller. Il faut continuer à aller en Tunisie. Au lendemain de l'attaque du musée Bardo, les visiteurs de ce salon consacré au tourisme ne veulent pas céder à la panique. Il ne faut pas avoir peur, il faut les soutenir. On a eu le même phénomène en France. Moins de confiance pourtant du côté des professionnels du tourisme. Par mesure de sécurité, les groupes italiens MSC et Costa Croisière ne s'arrêteront plus dans la capitale tunisienne jusqu'à nouvel ordre. La plupart des tours opérateurs français, eux, ont suspendu leurs excursions.
On préfère de voir un petit peu ce que va se passer, comment ça va se passer, comment le gouvernement tunisien va mettre en place des mesures de sécurité. L'enjeu est de taille, le tourisme est le poumon de l'économie tunisienne. Le secteur peinait à se relever de la révolution de 2011. Cet attentat est un nouveau coup dur. Ils ont frappé un secteur qui fait vivre des millions de Tunisiens. Notre économie déjà peine à démarrer, là ça va être le coup de massue. Un coup de massue qui pourrait aller jusqu'à la crise économique. D'après certains observateurs, une telle situation ferait fortement vaciller la toute jeune démocratie tunisienne. Il faut donc agir vite pour rassurer. Ce matin, le président de la République a annoncé une série de mesures sécuritaires. Renforcement du budget de l'armée, révision de la protection aux frontières. Hier déjà, son ministre des Affaires étrangères rappelait l'importance d'un engagement commun en Libye voisine. Le terreau qui favorise le terrorisme, c'est l'instabilité, l'absence d'État, comme c'est le cas en Libye. Et nous avons le devoir de conjuguer nos efforts pour trouver une solution. Un appel entendu par la France. Demain, Bernard Cazeneuve se rendra à Tunis pour examiner avec son homologue l'ensemble du dispositif antiterroriste franco-tunisien. Et au-delà de ces aspects sécuritaires, il y a bien sûr les conséquences sur l'économie, sur le tourisme tunisien. Le pays, fidèle à sa tradition d'accueil, veut montrer qu'il reste debout malgré les menaces. Pour en parler, nous sommes en direct avec le professeur, juriste et membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, Yed Benachour. Bonsoir. On l'a vu, de nombreux rassemblements sont organisés, notamment devant le musée du Bardo. Les Tunisiens veulent montrer que le terrorisme ne gagnera pas. C'est un combat de longue haleine, au long cours, qui est engagé désormais. D'abord, bonsoir. Oui, je crois que c'est un combat de très longue haleine et qui nécessite des réformes très profondes. Le phénomène du terrorisme, d'abord, n'est pas nouveau en Tunisie, il s'étend. Et je pense que nous avons affaire à des groupes radicalisés qui sont enfermés dans une culture identitaire totalement antidémocratique. Et leur but est de détruire la société démocratique. Et par conséquent, les Tunisiens ont un très très grand effort à faire, aussi bien au niveau de l'actuel, du quotidien, de ce qui vient de se passer, qu'à un niveau beaucoup plus profond pour détruire le terreau qui permet au terrorisme de prendre racine et de se développer. D'abord, ce que je voudrais faire remarquer, c'est que les éléments qui ont participé aux opérations d'hier ne sont pas des éléments exogènes, ce sont des Tunisiens. Et ce que la presse passe un petit peu de côté, c'est que il y a eu quand même des réactions de joie chez certains. Il y a eu des feux d'artifice hier dans les environs du Bardo de la part de certains qui voulaient fêter en quelque sorte l'événement. Exactement. Donc, voilà. Et ça, c'est très dangereux. C'est pour ça que je dis qu'il faut des réactions et des réformes de longue durée et de niveau très profond. Donc vous appelez de l'intérieur... Vous appelez de l'intérieur Yed Benachour à des actions fortes, on l'a compris. Il y a aussi les mots de soutien et de solidarité qui se multiplient de l'extérieur. Ils sont importants parce que le défi est énorme pour la Tunisie. Est-ce que le pays attend davantage, au-delà de la réponse sécuritaire, est-ce qu'il attend davantage de coopération et d'aide extérieure ? Certainement, certainement. De toute manière, le terrorisme implique une action de très grande envergure au niveau international. Maintenant, je crois qu'avec ce qui se passe, la Tunisie n'est quand même pas un cas isolé. Vous venez en France de vivre un drame épouvantable, qui est un petit peu de la même veine. C'est toujours les musées, les intellectuels, les défenseurs des droits de l'homme, la démocratie qui sont visés. C'est toujours les mêmes choses, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Et par conséquent, ça nécessite quand même une action de très grande envergure et une coordination des efforts au niveau de tous les États. Ça, c'est un élément objectif. Ce n'est pas la Tunisie qui le demande, c'est le phénomène qui le demande. C'est le phénomène qui l'exige. Bien sûr. Ce n'est pas la Tunisie qui subjectivement demande cette chose-là. C'est une implication objective de la situation. Yed Benachour, pour conclure, quel message vous souhaitez faire passer ce soir alors que l'objectif des terroristes, c'était de mettre un genou à terre à la Tunisie ? Je
Je pense qu'ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas parce que nous avons passé par des crises et des difficultés énormes en Tunisie au cours des dernières années. Et chaque fois, nous avons gagné la partie. Je crois que la démocratie tunisienne maintenant est installée et que les gens ont conscience de la valeur de ce que c'est qu'un régime démocratique. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut des actions profondes et d'abord des actions au niveau éducatif. Vous savez, ces terroristes, nous les avons en quelque sorte un petit peu produits nous-mêmes. Il faut interroger notre système d'enseignement. Qu'est-il en train de produire? Qu'est-ce que nous sommes en train de former comme esprit? Quels sont les types d'enseignement que nous donnons à nos jeunes? Donc beaucoup de questions et un grand chemin encore, un grand défi à venir. Bien sûr, et puis alors après la Révolution, il s'est passé des choses aussi terrifiantes. Les mosquées, les écoles coraniques, les associations religieuses, les partis politiques anticonstitutionnels qui se développent et qui font encore leur propagande, etc. Tout ça, nous l'avons produit nous-mêmes. Bien sûr, et ce sont les questions qui se posent à présent. Merci beaucoup. Absolument. Merci pour votre intervention, Yad Benachour, professeur, juriste et membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Vous étiez en direct avec nous. La suite du 22h dans un instant, c'est le grand entretien du jeudi 22h et mon invité, nous allons continuer à parler justement de terrorisme, c'est l'académicien Jean d'Ormesson et c'est juste après le tour de l'info en France et dans le monde. Il est signé ce soir Pauline Dame. Prévenir le terrorisme islamiste. C'est l'objectif du projet de loi sur le renseignement présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Il prévoit notamment la possibilité d'intercepter des emails ou des appels téléphoniques, poser des micros et des caméras espions ou encore des balises sous des véhicules. Certains y voient une atteinte aux libertés individuelles, mais Manuel Valls se veut rassurant. Le projet de loi prévoit expressément que cette surveillance renforcée concernera les communications des seuls terroristes. Cela démontre bien qu'il n'y aura aucune surveillance de masse. Le parquet de Rennes requiert la relaxe en faveur des 2 policiers poursuivis pour non-assistance à personne en danger après le drame de Clichy-sous-Bois. Il y a 10 ans, 2 adolescents décédés dans un transformateur électrique à la suite d'une course-poursuite. Selon le procureur, les prévenus n'auraient pas eu conscience de la réalité du danger. À la sortie, difficile pour les proches de cacher leur déception. C'est des fonctionnaires de police, non seulement ils sont censés être exemplaires et professionnels, on n'a rien vu de tout ça. Donc, bah oui, on attend condamnation quand même. L'audience reprendra demain avec les plaidoiries de la défense. La demande d'Anne Hidalgo rejetée. La préfecture de police de Paris a décidé de ne pas instaurer demain la circulation alternée. La vitesse sera en revanche abaissée de 20 km/h sur les routes franciliennes. Après plusieurs jours de forte pollution en particules, la maire de Paris avait demandé la mise en place de la circulation alternée dans la capitale. Décrétée il y a un an presque jour pour jour, cette mesure avait permis de réduire de 20% les rejets de particules dans l'atmosphère. Arnaud Montebourg emménage chez Habitat. Débarqué l'été dernier du gouvernement, l'ancien ministre du redressement productif rejoint le secteur privé. Nommé vice-président de l'enseigne d'ameublement, il devra promouvoir l'innovation et l'excellence française en matière de design. Connu pour le Made in France, il a fait de la relocalisation l'un des axes majeurs de sa politique. L'entretien du jeudi 22h avec mon invité ce soir, il est l'un des auteurs préférés des Français. Il occupe une place à part dans les cœurs reliés par un lien héréditaire et indéfectible, comme l'écrit le Figaro de ce jour. L'académicien Jean d'Ormesson, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Nous allons parler de différents sujets ce soir, de votre place justement dans le cœur des Français qui vous mettent très haut dans leur album national des plus grands écrivains. Nous évoquerons aussi, Jean d'Ormesson, l'actualité politique, le contexte à 3 jours des départementales. Et on démarre bien sûr par l'onde de choc en Tunisie et puis bien au-delà. La terreur a frappé hier en plein cœur de Tunis et on a vu ces rassemblements spontanés un peu partout. Contre le fanatisme, les Tunisiens veulent dire et veulent montrer qu'ils sont debout. Est-ce que c'est ce message que vous percevez aujourd'hui? Oui, bien sûr. Nous avons connu le même drame avec Charlie. Je dirais que l'événement de Tunisie
probablement plus grave encore, le nombre des morts est supérieur. Ça se passe dans un pays arabe et le retentissement dans le monde est évidemment considérable, l'émotion est profonde. Je voudrais dire deux choses à ce sujet. La première, vous vous rappelez qu'il y avait un livre célèbre qui s'appelait « Le choc des civilisations » de Huntington. On l'avait un peu oublié. Et avec les attentats, ce livre est revenu à la mode et on dit voilà, c'est le choc des civilisations. Qu'est-ce que montre l'attentat de Tunis? En dehors de l'horreur, de l'émotion, du chagrin, il montre que ce n'est pas un choc de civilisation. Ce n'est pas une civilisation contre une autre. C'est à l'intérieur d'une civilisation. C'est à l'intérieur des différentes religions. C'est à l'intérieur que se passe le drame. Les victimes de l'extrémisme musulman, ce sont naturellement les dessinateurs de Charlie, les touristes à Tunis, les juifs, mais ce sont d'abord les musulmans. Ce sont les musulmans qui sont les victimes. Et il faut absolument refuser l'idée d'un choc de civilisation. C'est des drames à l'intérieur d'une religion, d'une culture. Et le drame, ce serait de dire, voilà, il y a un choc entre musulmans et juifs, entre musulmans et chrétiens, entre juifs et chrétiens. Il faut absolument abandonner cette idée et il faut se dire que les premières victimes de ces horreurs, ce sont les musulmans. Donc sur ce point précis, Jean d'Ormesson, vous dites attention, les victimes aujourd'hui, elles sont de tous les pays, de toutes les cultures, de toutes les religions. Naturellement, bien sûr. Alors, c'est vrai que les juifs sont menacés par les extrémistes musulmans. Voilà que les musulmans sont menacés eux-mêmes. Les chrétiens qui étaient tout à fait tranquilles en Inde, j'ai vu qu'il y avait maintenant des attentats contre les chrétiens. C'est vrai que j'ai fait un appel pour les chrétiens d'Orient, qui sont en effet dans une situation affreuse, parce qu'ils sont en voie d'extinction. Mais ce n'est pas l'islam qui les combat, c'est les extrémistes qui se servent de l'islam. Je crois qu'il faut être très très ferme sur ce point. C'est un premier point important. Après, le deuxième point, c'est, après le chagrin et l'émotion, on appelle beaucoup à notre courage. Eh bien, le courage, ce n'est pas une affaire d'État. C'est-à-dire chacun doit être courageux. Chacun? Chaque citoyen? Chaque citoyen Mais que peut-on faire? On doit accepter les risques et je dirais que chacun d'entre nous peut faire quelque chose. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il peut faire à la fois son devoir et son plaisir. Un exemple, Jean d'Ormesson. Eh bien, un exemple, c'est qu'il faut que les touristes continuent à aller en Tunisie. Et je ne dis pas ça comme ça en disant que les autres y aillent. Je peux le dire parce que je reviens moi-même, il y a 10 jours, d'Égypte. Et plusieurs personnes m'avaient dit « Oh, tu vas en Égypte, je ne cours aucun risque. » Il y a eu un attentat. Il y a eu même une série d'attentats, et au cœur même du Caire, justement. Et même, alors, naturellement, je ne suis pas inconscient. Je ne dirais pas à ceux qui nous écoutent, hélas, allez en Syrie. Non. Je ne leur dirais pas aller en Libye. Non. Je ne leur dirais pas aller en Afghanistan. Non. Mais aller en Tunisie, oui, le risque est à peu près. Le risque est à peu près nul. Ça, c'est un acte que peut faire, j'allais dire, chaque citoyen. C'est ça ce que vous appelez un acte de courage? Chaque citoyen, ce n'est pas l'État qui doit dire courage. C'est chaque citoyen. Et en plus, il y a tellement de devoirs emmerdants. Là, c'est un devoir délicieux d'aller en Tunisie. C'est un plaisir et un devoir. Et encore une fois, est-ce qu'il y a un risque? Oui, il y a un risque. Vous savez, je suis venu en voiture, là, c'était très dangereux. La circulation était très dure. 2 ou 3 fois, on a failli rentrer dans une voiture. S'il y a un accident sur le périphérique, il y en a tous les jours, vous n'allez pas vous dire, je ne vais pas prendre le périphérique, parce qu'il y a des accidents. Et puis le terrorisme peut frapper partout, vous le rappelez? Eh bien, partout. À Paris, ça peut frapper. Je ne peux même pas vous jurer qu'il n'y aura pas un attentat à Tunis. Mais je ne peux pas vous jurer qu'il y en aura un à Paris. Est-ce qu'il faut quitter Paris? Mais non. Vous lancez donc un appel?
je lancerai volontiers, j'ai lancé un appel pour les chrétiens d'Orient, et je maintiens cet appel, parce que les chrétiens d'Orient sont menacés d'extinction, mais je lancerai volontiers un appel, allez dans les pays arabes en touriste, allez prendre du plaisir l'été, les vacances, allez en Tunisie, allez en Égypte. Naturellement, je ne vous dirai pas aller dans le Sinaï. Non, bien sûr, faut pas aller dans le Sinaï. Si j'ai bien compris, Jean d'Ormesson, il y a ces actes, j'allais dire, individuels, personnels, et j'avais envie de vous demander aussi quelle réponse globale à apporter. Vous l'avez dit, c'est un terrorisme sans frontières qui frappe indistinctement les pays, les religions, les cultures. Quelle peut être la réponse, mis à part la réponse sécuritaire des différents États aujourd'hui ? Évidemment, vous voyez que tout ça est dramatique, et en même temps, comme toutes les choses humaines, il y a un côté ironique. C'était très ironique de voir les partisans de Charlie Hebdo crier « Vive la police !» On m'a demandé, dans une radio que vous connaissez, on m'a demandé, est-ce que vous avez été directeur de journal, est-ce que vous auriez publié les caricatures de Mahomet? Ma réponse est catégorique, non, je ne les aurais pas publiées. Parce que je trouve que c'est vraiment limite. Vous savez, c'est borderline. Oui, vous faites donc, je n'aurais pas publié. Et on me dit, est-ce que vous allez vous abonner à Charlie Hebdo? Non, ce n'est pas mes idées, mais je ne veux pas qu'on tue mes adversaires. Il faut absolument aller vers l'esprit de tolérance. Donc les Charlie aujourd'hui, ils sont français, ils sont tunisiens, ils sont danois, ils sont musulmans, ils sont juifs, ils sont chrétiens. C'est ça le message? Absolument. Vous savez, les victimes sont de toutes les espèces, y compris les musulmans. Et les assassins, ils se servent du Coran, mais il ne faut pas les confondre avec l'islam. Ne les confondons pas avec l'islam. C'est comme si on avait confondu les bourreaux de l'Inquisition avec la religion catholique. Vous croyez que c'était bien l'Inquisition? Vous croyez que les catholiques se sont bien conduits avec les protestants sous Louis XIV? Vous savez, c'était abominable. Eh bien, il faut poursuivre la barbarie, la cruauté partout où il est. Il faut combattre avec résolution Daesh. Et ne pas se laisser dominer par la peur, chacun de nous. Ne pas se laisser dominer par la peur et ne pas jouer le jeu de ce qu'il veut faire, c'est-à-dire écarter les touristes de Tunisie. C'est pas une chose futile, vous savez. Entre Luxor et Assouan, les plus beaux pays du monde, les gens vont mourir de faim. Les gens vivent à 90% du tourisme dans cette région. Il y a une réalité sociale et économique. En Tunisie, le tourisme, c'est un trésor, c'est un acte de guerre. Eh bien, le courage consiste à aller prendre du plaisir, encore une fois. Donc, je suppose que vous allez y aller. C'est un projet. Jean d'Ormesson, il y a cette actualité internationale. Je vais vous ramener également à l'actualité politique. Nous sommes à 3 jours des élections départementales, des élections locales qui ont été transformées en un baromètre national. Est-ce qu'on va pouvoir jauger et juger de l'état des différents partis dimanche soir et dimanche prochain également? Bien sûr. Disons que ces élections, qui sont des élections locales, c'est une espèce de grand sondage. Et en fait, c'est presque un référendum pour ou contre le gouvernement, un référendum pour ou contre le FN. C'est comme un examen médical pour l'UMP. Est-ce que l'UMP est vraiment très souffrant ou est-ce que ses analyses ne vont pas être trop mauvaises? C'est quoi un examen médical? Et voilà, Alors, on va voir tout ça et on a vu que c'était une campagne dirigée contre le Front National. Quels arguments, aujourd'hui, selon vous, peut-on opposer à un discours du Front National qui accroche tout et qui dit en substance « tout ira mieux quand on aura rompu avec l'Europe ». Cette mère fouettarde. Tout ira mieux quand il y aura moins d'immigrés. Tout ira mieux avec nous. Alors, ce qu'il ne faut pas, là encore, je suis encore là en désaccord avec beaucoup de gens, il ne faut pas diaboliser le Front National. Beaucoup de gens sont désespérés. Ils sont désespérés parce que la politique du gouvernement n'est pas fameuse.
il ne faut quand même pas oublier que le chômage, ça ne marche pas, la sécurité n'est pas excellente, encore que le gouvernement était très convenable dans ce domaine, mais le chômage, le déficit, la confiance, tout ça c'est extrêmement mauvais. Donc il faut comprendre l'exaspération de cette partie des Français. Les Français sont exaspérés, il y a sûrement... Vous savez, il y a sûrement un Français sur 3 qui est exaspéré. Alors, je ne crois pas qu'il faut attaquer le Front National sur ce point, il faut l'attaquer sur sa politique économique. Vous savez, c'est très facile, quand on n'est pas au pouvoir, de dire « comme ça sera bien demain ». Vous savez qui a fait ça? C'était les communistes, avec les lendemains qui chantent. Eh bien, on a vu ce que ça a donné. C'était Hitler. Le sort de l'Allemagne en 1920-25, c'est un sort très dur, vous savez. L'inflation en Allemagne, c'était inouï. Vous savez que vous alliez acheter une brosse à dents, on vous disait non, ça coûte 2 fois plus cher. On rentrait chez soi chercher de l'argent, on revenait, la brosse à dents avait encore augmenté. Donc de manière on ne pouvait pas vivre à ces promesses, mais ces lendemains qui changent. Alors Hitler dit je vais vous arranger ça. Je ne compare pas le Front National ni à Hitler, ni Là, au vous parlez d'une manière générale de promesses. Voilà, je dis que c'est facile quand on n'est pas au pouvoir de faire des promesses. Je ne crois pas que si on quittait l'Europe et si on abandonnait l'euro, je ne crois pas que les choses iraient mieux. Alors Jean d'Ormesson, dans ce paysage sombre politique, on s'accroche et on se raccroche bien, à nos lectures, à la littérature et aux auteurs qui occupent une place de choix dans le cœur des Français. Et vous en faites partie. Ce matin, on va le voir, une enquête Opinionway, Le Figaro, vous attribue, j'allais dire, la médaille d'argent. Au-delà de vos succès littéraires, wow, ça vous touche? Je suis sur le podium. Il y a encore une marche ou? Écoutez, comment vous réagissez? Il ne faut pas attacher beaucoup d'importance. Je vais vous dire pourquoi il ne faut pas attacher trop d'importance. C'est ce qu'on dit souvent quand on est sur le podium, qu'il ne faut pas attacher de l'importance à cela, non? Oui, à l'enterrement de Stendhal, il y avait 3 personnes. À l'enterrement de Ponson du Terrail et à l'enterrement d'Eugène Sue, il y avait sûrement beaucoup plus de monde. Alors, naturellement, c'est indépendant. À l'enterrement de Victor Hugo, il y avait aussi 1 million de personnes. Vous savez que 9 mois après l'enterrement de Victor Hugo, la natalité à Paris a augmenté énormément. Vous voyez l'influence de la popularité des écrivains. Ce qu'il y a, c'est que ce qui me fait plaisir, c'est évidemment les lecteurs. Une pièce de théâtre, un tableau, une sculpture, un film, appartiennent à livres, appartiennent aux gens qui les ont faits. Mais ils appartiennent aussi aux lecteurs, aux spectateurs. C'est eux qui sont les juges et un livre est destiné aux lecteurs. Et ils vous portent dans leur cœur. On pourrait croire, Jean d'Ormesson, que vous avez eu et reçu tous les honneurs, mais il en reste un de taille et qui arrive prochainement puisque vos œuvres vont rejoindre la prestigieuse collection des éditions Gallimard en intégrant la Pléiade. Racontez-nous d'abord comment vous l'avez appris et puis on imagine que c'est une distinction particulière aux côtés de Gide, de Proust. Oui, évidemment c'est une émotion d'entrer à côté. Antoine Gallimard me dit que j'allais sortir. Le dernier c'était Mark Twain et le prochain c'est Casanova. Donc je suis entre Mark Twain et Casanova et c'est une émotion d'entrer là. C'est mieux qu'être immortel finalement. Oh mon Dieu. Pour un écrivain, c'est évidemment ce qu'il y a de mieux. C'est plus important même. J'aime beaucoup l'académie, mais l'académie, ce n'est pas uniquement la littérature. Un grand chirurgien, un homme politique, un grand avocat, un maréchal, un cardinal, bientôt un grand rabbin, un imam, on peut entrer à l'académie. La Pléiade, c'est le paradis des écrivains. Et vous le dites très bien. Merci beaucoup, Jean d'Ormesson, d'avoir été notre invité. Merci pour ce que vous avez dit également, ce message fort et cet appel donc contre le terrorisme. On arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On vous souhaite une belle et douce nuit, bien sûr.